Bonjour, je vous remercie d'assister à cette vidéo sur les tendances 2016 pour les objets en email marketing. Donc, je vais vous parler des dernières tendances pour les objets en emailing. Donc, vous savez tous que le choix de l'objet, c'est quelque chose de primordial car c'est la première chose que voit l'internaute quand il reçoit un mail. Donc, j'ai préparé pas mal d'exemples et je vais vous donner quelques pistes pour trouver des objets qui attirent l'attention et qui du coup vont permettre d'améliorer vos taux d'ouverture. N'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo, ça nous permettra de nous améliorer. Donc je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. On va d'abord voir comment trouver le thème et la bonne tonalité pour son objet, parce que la tonalité reflètera l'esprit de votre entreprise. Ensuite, je vais décrypter quelques exemples pour essayer de comprendre pourquoi ces exemples ont marché, pourquoi ces objets fonctionnent et comment ils incitent l'internaute à ouvrir les emails. Et enfin, on verra quelques pistes à tester lors de vos prochains envois pour créer de la surprise, pour susciter l'émotion ou pour susciter la curiosité chez vos destinataires. Je reviens sur l'aspect primordial de l'objet. En préparant cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait 8 internautes sur 10 qui décident selon l'objet d'ouvrir ou pas un message. Donc comme la lecture de l'objet prend à peu près 3 secondes, c'est clair qu'il faut convaincre très vite. Ce qui est difficile, c'est de savoir quoi mettre en avant. Donc, quelle thématique aborder, par exemple, comment accrocher l'internaute et aussi savoir comment l'objet va être perçu par sa cible. Donc on va d'abord voir les conseils au niveau de la rédaction, les tendances au niveau de la rédaction. Donc je vais d'abord vous parler de la tonalité. La tonalité, c'est adapter le ton à sa cible. Donc vous savez que le ton utilisé va définir la relation que vous allez créer avec l'internaute. Donc, c'est la même chose que dans la vie de tous les jours. On n'a pas la même tonalité, on ne parle pas de la même façon, suivant que vis-à-vis de l'interlocuteur, on soit son professeur, ses parents, son collègue, son conseiller ou bien un ami. Donc, c'est le ton et la façon de s'exprimer qui définit la relation dans laquelle on veut être. Ensuite, il est nécessaire que votre emailing reflète l'esprit de votre entreprise et reflète le lien que vous voulez créer avec votre client. Donc parfois, ça ne tient pas à grand-chose. Le ton change complètement selon qu'on utilise par exemple le tutoiement ou le vouvoiement. De la même façon, le vocabulaire utilisé peut être plus ou moins familier, ça va changer la tonalité. Donc cette relation peut également être reflétée par l'intention générale du message, par son contenu. Donc, je vous ai préparé 3 exemples. Un premier message dont l'objet est « Vite Bertie, les ventes privées se terminent bientôt ». Donc là, clairement, l'annonceur mise sur la proximité. Donc on a plusieurs points qui vont dans ce sens. On a l'interpellation par le prénom, donc là c'est assez clair. On a le fait d'utiliser la notion d'urgence, donc on ne peut pas se permettre d'utiliser ce genre de moyens pour des personnes qu'on ne connaît vraiment pas ou pour qui ce serait une offense. Et ça nécessite déjà de connaître un petit peu la personne. Donc ça ne veut pas dire qu'on la connaît, mais ça veut dire qu'on veut créer une relation de proximité, une relation comme si on la connaissait. Le second exemple, c'est comme objet « Bertie, rejoignez la bande des Misfits ». Donc là, on a un exemple qui se veut fédérateur. Misfits, c'est une série télévisée. C'est un objet qui a pour but de regrouper des prospects qui ont un intérêt commun. Donc c'est un objet qui veut fédérer les gens qui ont une passion pour cette série, qui sont enthousiastes pour cette série. L'objectif de ce message, c'était d'inciter les internautes à aller voir en avant-première la nouvelle série sur Canal Play Start. Donc on a aussi le double sens du mot bande qui peut se rapprocher du groupe de super-héros, mais également la bande que vous formez en tant que fan. Donc voilà, globalement, c'est un objet qui se veut fédérateur. Ils ont essayé de créer une relation où ils fédèrent les gens, où ils veulent susciter un sentiment d'appartenance. Le troisième exemple, lingerie et si on faisait monter la température. On a aussi un préheader d'ailleurs, des dessous glamour, âme sensible, s'abstenir. Donc une petite parenthèse sur le préheader. Le préheader, c'est les premiers mots du mail qu'on voit dans la prévisualisation, dans la liste avec la prévisualisation sur certaines messageries. Donc ça vaut le coup de le travailler, même si tout le monde ne le voit pas. On a largement à gagner à mettre une phrase assez attractive plutôt que de laisser comme ne rien s'afficher ou s'afficher si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. Donc c'est ce qu'on met en général en haut des messages. Bon, d'ailleurs, on va faire un webinaire là-dessus en octobre, donc je vous invite à vous inscrire ou à vous inscrire à la chaîne YouTube
pour être prévenu de la mise en ligne. Donc je reviens à mon exemple lingerie et si on faisait monter la température. Donc là, la tournure est un petit peu familière, donc c'est aussi clairement dans le but de provoquer de la proximité, enfin de créer de la proximité. L'expéditeur cherche à créer un lien de connivence entre lui et son prospect. Donc, du coup, il évoque l'intimité de la personne, il lui propose son aide dans ce domaine. Donc là, on a les 3-6 qui reprennent les codes de la marque, enfin des marques de lingerie haut de gamme comme Obad. Donc là, dans cet exemple, c'est plus un produit qu'on vend, c'est une promesse de sensualité par exemple. Donc, cet objet essaye aussi de plaire aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc je pense qu'ils envoient ça à toute leur base client. Donc il y a aussi des hommes qui offrent de la lingerie dans cette base. Et là, ils ont fait un objet qui peut clairement plaire aux deux. Ensuite, l'objet peut être différent en fonction du type de mail. On a 2 grands types de mails. En général, le mail promotionnel et le mail informatif. Pour un mail promotionnel pur, donc un mail de publicité, l'objet il va essayer de mettre en avant une opportunité concrète et immédiate. L'objet doit essayer de prouver à l'internaute qu'il a intérêt à ouvrir ce mail pour bénéficier d'un privilège. Donc on peut aussi directement partir sur l'argument prix, donc surtout dans les périodes qui s'y prêtent, par exemple les soldes ou les ventes flash. Donc sur ce slide, on a un exemple de PP Jean, donc qui date des dernières soldes, qu'on a reçu lors des dernières soldes. L'objet, c'est 3e des marques, plus d'articles, plus de réduction. Et le prix leader, c'est solde jusqu'à 50% de réduction et la livraison gratuite. Donc là, on accumule les arguments autour du prix et des avantages. Sinon, pour le mail informatif, pour un mail informatif ou purement institutionnel, on va plutôt mettre dans l'objet des informations utiles pour l'internaute. Donc parfois, pour arriver à ça, il faut une segmentation assez pointue de sa base. Bon, je vais en parler un peu plus. Ça veut dire qu'on doit adapter l'objet à sa cible. Donc si je suis par exemple dans une société qui propose plusieurs services, si je veux avoir une information utile pour chacun de mes destinataires, c'est bien d'avoir une adéquation entre le produit utilisé par les clients, le produit acheté par les clients, et les informations qui sont affichées dans le sujet, dans l'objet. Donc là, on a mis un exemple de Studirama, mieux rebondir après un échec, emploi, l'ingénierie c'est l'avenir, tout savoir sur les bourses étudiantes. Donc là, clairement, normalement, l'objet a été adapté en fonction de la cible. C'est un objet qui doit présenter un réel intérêt pour l'internaute. Et en plus, donc, ce qui est intéressant, c'est que la marque ne s'en tient pas à un objet du style newsletter de juin. Donc là, c'est vraiment... ils l'ont adapté à la saison. Ils ont utilisé le fait que c'est la période des résultats d'examen et que la prochaine rentrée se prépare. Ensuite, quelques astuces. On va passer à quelques astuces que vous pouvez tester dans vos prochains envois. La première astuce, elle est tirée de l'exemple de Bouygues Télécom. C'est offert l'Europe en cadeau pendant un mois cet été. Donc c'est une offre pour avoir des chaînes gratuites sur le câble, donc pendant une durée limitée, pendant l'été. Donc l'astuce qui ressort de ça, c'est de proposer un cadeau immédiat. C'est ce qui va permettre aux prospects de découvrir un produit, découvrir votre entreprise et développer votre capital sympathie. Donc ça peut s'adapter à toutes les activités. Normalement, vous pouvez séduire votre cible en offrant un cadeau qui est bien adapté. Donc on voit souvent des livres blancs ou comme dans l'exemple ci-dessous, un accès limité pendant un certain temps à un service. Donc d'ailleurs, en parlant de livres blancs, nous on est dans les services marketing en ligne. Des livres blancs, on nous en propose toutes les semaines. Enfin, dans ce domaine, on est submergé de livres blancs, de concurrents qui proposent des livres blancs. L'idée, c'est quand même de trouver un cadeau original qui va arriver à séduire votre cible. Donc, regardez ce que font vos concurrents et essayez de vous démarquer. Donc, soit en proposant plus que les autres, par exemple, aller plus loin dans l'offre d'essai, ou par exemple, pour un routeur mail, ce serait proposer une vraie démo sur un nombre significatif de mails pour envoyer une vraie campagne, plutôt que de tester sur un nombre de mails ridicule pour pouvoir s'envoyer quelques tests. Sinon, essayez de proposer autre chose, donc quelque chose de différent. Par exemple, à la place d'un compte de démo ou d'un livre blanc, on pourrait proposer une consultation avec un expert ou bien un audit de leur pratique marketing.
La seconde astuce, c'est penser comme un journaliste. Donc pour vous aider à trouver l'objet qui ira bien, c'est bon de penser comme un journaliste. Donc le travail des journalistes, c'est de faire des titres qui sont assez accrocheurs. Donc pour donner envie au lecteur de lire l'article, ça passe par réfléchir aux gros titres que vous voyez passer toute la journée dans les actualités qui attirent votre attention. Il faut essayer de trouver un juste milieu. L'idée, c'est pas de faire des titres à la BuzzFeed non plus. Voilà, c'est de trouver un titre accrocheur, pas racoleur, mais accrocheur. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Troisième astuce, on peut essayer d'annoncer le nombre d'informations qui vont être abordées. Alors, c'est-à-dire annoncer dans l'objet le nombre d'informations qu'il y aura dans le mail, ou bien combien de produits vont être présentés. Donc l'exemple classique, c'est des objets du style les 5 produits du mois. Donc ça veut dire deux choses, enfin ça laisse sous-entendre deux choses. Déjà qu'on ne perdra pas de temps à la lecture du mail, puisqu'on n'a pas 50 000 produits. Et ensuite qu'il y a eu une sélection de fait, ça veut dire qu'on a fait une présélection et qu'on propose que ce qui a vraiment de l'intérêt pour l'internaute. Quatrième astuce, essayez de créer une notion d'urgence. Par exemple, comme objet, vite, l'offre se termine bientôt. Donc cet objet fait clairement comprendre à l'internaute qu'il reste peu de temps pour en profiter, qu'il y a vraiment une notion d'urgence, un caractère urgent à ouvrir le message. Donc il y a le vocabulaire qui le montre, il y a aussi la ponctuation. Donc on va essayer d'engager le lecteur à ouvrir rapidement le mail, enfin si possible tout de suite, sans reporter l'action. On peut aussi amplifier ce phénomène en étant plus précis dans l'objet, en définissant clairement le temps qui reste. Donc voilà, plus on met en avant un degré d'urgence, un caractère d'urgence, plus on va essayer d'inciter l'internaute à ouvrir le message. Là, je passe à une partie où on va parler de susciter l'intérêt du prospect. Donc c'est essayer de susciter la curiosité, enfin de provoquer la curiosité. Donc c'est la technique du teaser. C'est une technique qui consiste à donner une partie de l'information de façon à ce que l'internaute soit impatient de passer à la suite. Donc clairement, on donne une partie de l'information dans l'objet et on laisse sous-entendre que la suite est dans le message. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu, essayer de trouver un bon positionnement. Il ne faut pas être trop vague dans la première partie, sinon il n'y aura pas d'effet de teaser s'ils ne savent même pas de quoi ça parle. Il faut quand même un minimum de précision pour capter l'attention. Donc voilà, il ne faut pas rester à des choses trop basiques du style notre nouveau produit est arrivé. Là, le terme produit est trop vague, ça ne parlera pas du tout au prospect. Donc là, il y a des exemples qu'on a trouvés qui sont parfaits. Un exemple de Eat Your Box, une surprise pour la Maxi Box. L'idée ici, c'est de ne pas louper une opportunité. Et pour ça, il faut ouvrir le mail, regarder le contenu. Donc, on joue simplement sur le fait que personne, en général, aime louper une bonne affaire, de rater une bonne affaire. Du coup, voilà, les taux d'ouverture sur ce genre d'objet doivent être assez bons. On reste quand même sur un objet qui n'est pas trop défini, qui est un peu vague, mais il attise la curiosité. Enfin, sur ce point-là, il est vraiment parfait. L'autre façon de susciter l'intérêt, c'est de poser une question. Donc pour ça, il suffit simplement de toucher la curiosité du lecteur. Donc on pose des questions. Vous annoncez la problématique dans l'objet du message. Vous posez les bonnes questions, si possible des questions qu'il se pose, que l'internaute se pose. Et vous laissez sous-entendre que la solution est dans le message, dans le cœur du message. Donc nous, par exemple, on a déjà utilisé comme objet vos emails arrivent en spam, point d'interrogation. Donc voilà, si c'est une cible qui est intéressée par l'email marketing, qui est concernée, forcément elle va ouvrir le message pour essayer de voir les solutions qu'on va apporter. Donc l'autre point qui est important, c'est poser des questions qui sont fermées. Ça veut dire auquel le lecteur peut répondre par oui ou par je veux en savoir plus. On peut attirer également l'attention du lecteur en créant de l'émotion. Donc pour ça, on peut miser sur la séduction, un peu comme l'exemple des 3 Suisses. On peut jouer sur l'émotion aussi en faisant ressentir n'importe quel sentiment à la lecture de l'objet. Donc c'est un exercice difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots dans un objet.
mais on a des exemples de messages, d'objets surtout de grandes marques, qui ne parlent même pas de leurs produits, qui misent que sur la création d'émotions. Donc pour se permettre ça, il faut déjà une notoriété assez bien établie. Mais voilà, ça peut être une piste pour trouver un objet accrocheur. On passe à la personnalisation de l'objet. Donc, j'ai cherché quelques études là-dessus en préparant cette vidéo. J'ai trouvé un site, c'est marketingprofessionnel.com. Donc, il répertorie pas mal d'études. En gros, il ressort qu'il y a un différentiel de 5 à 10% sur les taux d'ouverture et de clics entre les emails personnalisés et ceux qui ne le sont pas. Alors, il y a deux sortes de personnalisation. La première, c'est la personnalisation propre à l'internaute, c'est la plus basique, donc bonjour monsieur Intel ou réservé à l'attention de la société Intel. Par contre, c'est une personnalisation qui est pas mal utilisée, donc toute seule, elle n'est pas forcément impactante. L'autre type de personnalisation, c'est une personnalisation sur des informations comportementales, donc qui sont par exemple la date ou l'historique d'achat. Par exemple, on peut insérer une date dans l'objet du message. Ça permet de placer le prospect dans l'actualité, dans un contexte précis et de donner un peu plus de légitimité à l'envoi. Donc la personnalisation simple des emails avec le prénom seul, c'est devenu trop commun. Par contre, associé à une seconde personnalisation, un second type de personnalisation, ça peut être assez performant. Donc c'est pas mal d'ajouter un deuxième champ. Donc, je vous ai préparé un exemple pour un site de vente de café. Donc Sébastien, découvrez notre nouvelle gamme de café grâce à votre machine et le nom de la machine. Donc on retrouve dans cet exemple les deux personnalisations, la personnalisation classique sur le prénom et la personnalisation basée sur l'historique d'achat. Forcément, si la personne a acheté la machine en question, elle va être intéressée pour voir ce qui s'y rapporte, enfin voir ce qu'on a à dire dessus, soit sur la nouvelle version, soit sur les produits associés. Et en plus, ça va donner l'impression à l'internaute qu'on lui porte de l'attention, donc il va se sentir privilégié. C'est un objet qui est assez impactant, qui doit marcher assez bien. Je voulais juste parler un petit peu de l'expéditeur. Pour améliorer votre taux d'ouverture, ça peut aussi être important de faire attention au nom de l'expéditeur. Donc c'est presque aussi important que l'objet, parce que c'est la deuxième chose que la personne voit. Donc, quand un internaute reçoit un message, il voit l'objet, il voit le nom de l'expéditeur, il ne voit rien d'autre. Donc il doit être clairement identifiable. Donc ça permet à l'internaute de reconnaître votre société, de le rassurer, surtout s'il a déjà reçu des messages de vous. Et il sera moins tenté de vous mettre directement en spam. Donc c'est bien de garder le même nom d'expéditeur à chaque envoi pour créer ce phénomène d'accoutumance, pour que la personne vous reconnaisse. Donc gardez le même nom et éventuellement utiliser un prénom, enfin votre prénom suivi du nom de la société. Donc ça se voit pas mal, mais ça permet d'avoir les deux approches. Donc la partie prénom va créer un petit peu une relation de proximité avec le destinataire, et on a quand même le nom de la société qui permet de capitaliser sur un nom qui va être pérenne, qui va être gardé au fil du temps. On peut également faire varier l'expéditeur en fonction de ce qu'on envoie. Par exemple, pour un site de e-commerce, un prospect qui est abonné à la newsletter du site va pouvoir recevoir des expéditeurs du style Cécile Hubert d'Amibilus. Donc il aura associé Cécile Hubert à Amibilus, et ensuite des mails un peu plus orientés contenu, par exemple sélection jardinerie de Cécile Hubert. Donc voilà, là on a une marque qui fait une segmentation en fonction de ses clients, donc il regarde en fonction de l'appétence, en fonction des thématiques sur lesquelles les internautes sont intéressés, et il modifie le nom d'expéditeur en fonction. Donc ça, quand c'est vraiment segmenté, quand c'est vraiment ciblé comme ça, c'est très intéressant, ça augmente forcément les taux d'ouverture. Je voulais vous parler aussi rapidement des fonctions de langage, donc en essayant de ne pas être trop théorique. Les fonctions de langage, c'est quelque chose qui sert à travailler le ressenti que l'objet va avoir pour vos internautes. Donc on ne va pas s'étendre là-dessus. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez chercher sur Wikipédia le travail de Roman Jakobson. C'est un linguiste qui est assez influent au XXe siècle, qui a été très influent, qui a beaucoup travaillé sur la linguistique, sur les fonctions de langage.
Donc il ressort plusieurs types de fonctions de langage, donc il y en a 4. La première, c'est la fonction émotive. Donc elle centre le message sur l'émetteur. Elle met en valeur le destinataire pour faire ressortir ses sentiments. Donc on revient à la relation qu'on veut créer avec l'internaute. Si on le met en valeur, on renforce cette relation. Donc là, on a trouvé un nouvel exemple des 3 Suisses. Toutes nos excuses. C'est un mail qui est envoyé suite à un bug sur le site marchand. Du coup, ils envoient une proposition de remise. Donc, autre exemple que j'ai pas marqué là, mais que j'avais noté, un objet tout simple du style enquête de satisfaction. Le client ici est mis en valeur puisque l'enseigne se soucie de ce qu'il pense. Autre fonction de langage, la fonction conative. Donc là, elle centre le message sur le destinataire. Le but, c'est de pousser le prospect à agir. Donc, c'est une technique qui est très utilisée en publicité. Donc 2 moyens de le mettre en place, soit utiliser l'impératif, soit utiliser des verbes d'action. Ou utiliser les deux en fait. Donc les verbes d'action, c'est décrire l'action que l'internaute doit faire. Donc conseiller, demander, recommander. Donc utiliser aussi l'apostrophe. Par exemple, vite, commandez votre trousse beauté en édition limitée. Donc là, on a tout. On a le verbe d'action, on a l'impératif et on apostrophe le lecteur. Troisième fonction, la fonction fatigue, elle est utilisée pour établir le contact avec le prospect. Le but, c'est de mettre en place la communication avant de transmettre l'information. Par exemple, quand on est au téléphone, on dit « Allô ». C'est uniquement pour établir la communication, pour établir le lien avec la personne. Donc, ça permet de s'adresser directement à son prospect en lui posant des questions. Par exemple, voilà, j'avais un exemple sur la fiche, voilà, prête à relever le défi de l'euro. La fonction poétique, elle est centrée sur la qualité de l'écriture. Le but, c'est d'accrocher l'attention du prospect par l'originalité du message. Donc on peut travailler sur des jeux de mots, sur des rimes. Donc, pourquoi ? Parce que les rimes, c'est facilement mémorisable, les gens s'en souviennent. Donc, j'ai un exemple que j'ai pas eu le temps de mettre sur la présentation. L'objet, c'est des bijoux à votre cou. Voilà, donc là, ça attire clairement l'attention. On n'a pas l'habitude de voir des objets comme ça, c'est le genre de message qu'on peut ouvrir. Pour en finir avec la théorie, il y a également la fonction référentielle, donc elle donne des indications sur l'actualité, sur les faits. Le but, c'est de s'appuyer sur le contexte, sur un aspect contextuel pour attirer, pour toucher le prospect. Donc on a l'exemple de la fête des pères, My Little Paris, Mon père est trop cool et le vôtre, ou en quête du cadeau idéal, les papas sont à l'honneur chez un tel. On va passer un tout petit peu de technique. Alors, je vais aller très vite parce que ça va devenir vite ennuyeux. Je vous invite à télécharger le document pour récupérer les chiffres parce que je ne vais pas les lire. L'idée, c'est de tenir compte du nombre de caractères. Alors, ça peut changer, bien sûr. C'est quelque chose qui doit être mis à jour régulièrement. Mais pour l'objet, donc, vous avez les chiffres sur ce slide sur les principaux clients messagerie. Donc, c'est le nombre de caractères qui s'affiche dans la liste. Donc je vous épargne la lecture, mais en gros, ce qui en ressort, c'est que c'est très court. Pareil pour le slide expéditeur, c'est encore plus court. Donc, l'objet doit être assez court parce qu'il va être coupé à l'affichage dans la plupart des clients messagerie. Donc on peut viser 45 à 50 caractères à peu près pour un affichage correct partout. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est tronqué dans tous les cas, qu'il est vraiment coupé. On parle que de l'affichage dans la liste. Une fois que le message est ouvert par l'internaute, l'objet et l'expéditeur sont affichés dans leur intégralité. Donc si c'est un peu trop limitatif, 45-50 caractères, privilégiez quand même le fait que ce soit intelligible plutôt que de rentrer dans le nombre de caractères minimal. L'objet, ça peut également influer sur la mise en spam. Donc concrètement, il y a quelques mots à éviter. Donc quelques mots de vocabulaire qui auront tendance à vous faire passer pour des spammers. Bon, par exemple, tout ce qui est gratuité, régime, promotion exceptionnelle. Donc, c'est des mots pris individuellement qui ne vont pas forcément vous faire passer en spam à tous les coups. Mais voilà, quand ils sont combinés, quand il y a beaucoup de choses dans le message qui vont remonter la note de spam, le score de spam de votre message, ça peut jouer. Donc c'est bien de travailler un petit peu là-dessus. Alors, le score de spam, je fais une petite parenthèse là-dessus.
un anti-spam, quand il va recevoir un message, va lui donner une note en fonction des critères qui ont été réglés dans l'anti-spam. Donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, ça peut être le fond et la forme, et la présence de spam words, on appelle ça des spam words, peut alourdir un petit peu la note et du coup se rapprocher du passage en spam. Indépendamment de l'anti-spam, les gens sont un peu conditionnés pareil quand ils voient des successions de mots du style gratuit, promotion exceptionnelle. Ça peut leur donner une impression d'indésirable. Au niveau de la forme, c'est pareil. Éviter les objets tout en majuscules ou avec trop de ponctuation, aussi bien pour les anti-spam que pour les gens. Mettre un objet tout en majuscule, c'est comme si on criait. Au niveau des sigles euros, des caractères spéciaux, ça peut mal s'afficher sur certains clients messagerie, sauf si votre routeur a fait en sorte que ça s'affiche bien et surtout à tester dans un maximum de configurations. Dire à ce sujet, pour les caractères accentués, le symbole monétaire, les guillemets, quand ça s'affiche mal, ça provient d'un mauvais codage du mail. Donc la conséquence, c'est que d'une part, l'emailing peut être considéré comme du spam, et d'autre part, même s'il arrive bien en boîte de réception, un internaute va voir ça, on a moins de chances qu'il ouvre le message. Ça ne donne pas un caractère très pro, une impression très pro. Pour l'expéditeur, c'est pareil pour l'adresse de l'expéditeur, donc l'adresse qui va s'afficher sur certains clients messagerie à côté de l'expéditeur. Il y a aussi un petit travail à faire dessus. Je vous déconseille les adresses du type no reply ou ne pas répondre. Ça ne donne pas une impression de proximité, clairement. Dernière piste pour vous démarquer avec votre objet, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus cette année, c'est l'utilisation des émoticônes. Alors les émoticônes, les smileys, ça attire l'œil, ça donne un ton un peu plus convivial. On a souvent plus d'ouverture sur les objets qui contiennent un émoticône. On peut l'utiliser soit pour des envois occasionnels, soit systématiquement, tout simplement en marque de reconnaissance pour vos envois. Alors attention, essayez quand même de rester cohérent avec votre texte. Par exemple, là sur le slide, on a un avion pour des emailings sur les ventes privées de voyage. On a une chaussure pour Sarenza. C'est comme pour les caractères spéciaux, ça s'affiche pas forcément partout, donc faut vérifier un petit peu. Ça permet d'attirer l'œil de votre prospect sur votre mail au milieu de tous les messages qu'il reçoit tous les jours. Ça peut aussi lui permettre de reconnaître votre marque, sans forcément lire le reste, il va tout de suite reconnaître votre marque et ouvrir le message. Donc si vous souhaitez en utiliser, je vous conseille de tester avec un outil d'A/B testing. Ça vous permettra de voir si ça a vraiment un impact pour votre cible. Je vous ai mis quelques exemples. Donc on peut jouer sur la météo, comme l'exemple « Soyez prêts à prendre la vague ». On peut essayer de jouer aussi sur l'aspect fédérateur, donc en faisant une référence à un phénomène communautaire ou générationnel, c'est le principe des hashtags, avec le hashtag SuperJungle. Donc attention aussi à pas trop en utiliser ou à pas les utiliser à mauvais escient. Il y en a qui sont pas très identifiables, c'est quand même tout petit. Là je vous ai mis un exemple pour du crédit, c'est censé être un billet. Faut quand même s'accrocher pour le voir. Donc c'est essentiel de faire des tests d'affichage pour l'utilisation des smileys, si votre système d'envoi le permet. Sinon n'hésitez pas à nous demander, c'est quelque chose qui marche très bien sur notre plateforme. Pour savoir comment mettre un émoticône, vous pouvez aussi lire un article qu'on a écrit sur le sujet. Donc je vous donnerai l'adresse dans le chat. Voilà, ça vous explique exactement comment faire. Pour finir, quelques pistes pour essayer de se démarquer visuellement avec son objet, avec des tendances un peu plus soft, c'est mettre le nom de l'entreprise entre crochets, ou bien mettre une abréviation entre crochets ou entre parenthèses. Ça attire l'œil des clients. Ça leur permet de repérer facilement le nom de votre société parmi tous les messages qu'ils reçoivent. En attendant ça marchera le temps que tout le monde fasse pareil. On peut aussi décaler l'affichage de l'objet en insérant quelques espaces avant.
Donc comme votre objet ne sera pas exactement au même niveau que les autres, ça permettra d'attirer l'œil du prospect. Donc en conclusion, testez plusieurs objets pour une même campagne, mais toujours en gardant à l'esprit qu'il faut mettre les informations importantes en premier. Donc c'est de plus en plus essentiel que le corps du message et votre objet aillent dans la même direction, qu'ils soient cohérents entre eux, qu'ils aient exactement le même ton, qu'ils se complètent. Un objet qui n'est pas cohérent avec le corps du message va décevoir votre prospect et sera forcément un prospect perdu. Donc il faut tester aussi vos différents objets. Donc vous pouvez utiliser l'A/B testing ou split testing comme c'est marqué sur le document. Ça permettra d'avoir un taux d'ouverture plus important, de voir quelle est la combinaison qui a un taux d'ouverture le plus important et donc de privilégier cette combinaison-là pour le reste de l'envoi. D'une façon plus générale, c'est pas mal d'utiliser des verbes d'action pour vos objets qui vont essayer de pousser le prospect à agir. C'est pareil pour les mails de prospection. On a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir sur notre chaîne YouTube. Les verbes d'action, pour que ça marche, il faut les mettre à l'impératif. C'est un peu plus directif, ça marche assez bien. J'ai pas parlé de l'orthographe, c'est évident. Faites attention à l'orthographe. Une faute dans l'objet, ça peut ruiner vraiment une partie des efforts qui ont été faits pour optimiser la campagne. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne.